Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde consacrée au projet CAP 2030. Donc, je suis Rachel Chermain, directrice de l'Alliance HQE-GBC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement rappeler la genèse de ce projet CAP 2030. En fait, il est né suite à une première phase de concertation menée par le plan bâtiment durable en 2021 qui devait donner naissance à la création d'un label RE 2020. Et au fil des discussions, 3 associations, l'Alliance HQE-GBC, Effinergie et le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables, ont proposé de créer un GIE, un groupement d'intérêt écologique, pour travailler sur la co-construction avec tous les acteurs qui le souhaitent, de manière très ouverte, un cadre commun de référence qui viendrait préfigurer les futures réglementations environnementales pour aller au-delà de la RE 2020 en explorant des nouvelles thématiques qui ne sont pas intégrées à la RE 2020. Et donc le ministère a donné son accord et son soutien par une lettre de mission mi-2023 et le projet a été officiellement lancé en septembre 2023, il y a tout juste un an. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter le bilan de cette première année de travail dense et très riche et également les perspectives et les prochaines étapes de ce projet. Donc merci aux intervenants d'être présents aujourd'hui pour partager ces informations de bilan et de perspectives à la fois institutionnelles et opérationnelles. Donc pour le GIE, donc Marjolaine Meignier-Millefer, présidente de l'Alliance HQE-GBC, Christophe Philipponneau, président du cluster ODIS pour le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables, Marie Gracia, directrice d'Effinergie, pour l'ADHUP Antoine Caron, sous-directeur de la qualité et du développement durable, pour l'ADAM Anne-Cécile Sigwalt, directrice exécutive adjointe de la direction de l'expertise, et pour le CSTB, Stéphanie de Ruineau, directrice énergie et environnement. Je vais maintenant laisser la parole à Anne-Cécile Sigwalt qui va vous dire quelques mots introductifs sur les principaux enjeux de CAP 2030 et en quoi l'ADEME soutient fortement ce projet. Merci Rachel. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde dédiée à CAP 2030. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur ce projet qui, à mon avis, représente un tournant majeur dans l'avenir du secteur du bâtiment. À travers cette rencontre et nos interlocuteurs, on va pouvoir explorer ensemble les grands axes de CAP 2030. Comme le disait Rachel, CAP 2030 a un enjeu, c'est de mettre en œuvre un cadre commun de référence pour la construction de bâtiments durables et résilients. Ce cadre commun va être le socle pour concevoir un avenir commun face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux. Il est né d'une nécessité impérieuse. Il va falloir demain répondre aux défis de la transition écologique en allant au-delà de la réglementation actuelle RE 2020. Alors, on ne veut pas vous faire peur, hein. L'idée, ce n'est pas forcément de renforcer la réglementation, mais c'est bien de constater que la réglementation a fait faire un bond en avant important, et tout le monde le reconnaît. Cependant, on constate tous que ce ne sera pas suffisant pour répondre aux enjeux qui s'annoncent aujourd'hui. La RE 2020 a permis, peut-être pour préciser, d'avancer vraiment très rapidement sur la réduction des émissions carbone et l'amélioration du confort thermique. Mais l'idée, c'est d'élargir à d'autres thématiques et ça va être l'enjeu de CAP 2030. La conception d'un cadre de référence complet va nous permettre d'anticiper les besoins des bâtiments de demain et surtout d'après-demain. On va pouvoir prendre en compte des thématiques qu'on n'avait pas explorées jusqu'à maintenant. On peut citer la biodiversité, la gestion durable de l'eau,
l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, évidemment, et bien d'autres encore. Et toutes ces thématiques vont être structurantes et vont constituer des leviers essentiels pour réduire l'impact environnemental de nos bâtiments et surtout pour les rendre plus résilients face aux crises qui s'annoncent. Le projet CAP 2030 s'étend sur une durée de 2 ans. Mais l'objectif, c'est bien d'avoir une vision sur les 10 prochaines années. Il est porté, comme le disait Rachel, et vous avez des représentants de toutes les associations, de Effigernie, Effinergie, pardon, l'Alliance HQE-GBC, le collectif Démarche Quartier et Bâtiments Durables, avec l'appui scientifique et technique du CSTB. Et ce projet bénéficie du soutien Plan Bâtiments Durables, de la DHUP et de l'ADEME. Il fédère aussi un ensemble d'acteurs très large qui va des maîtres d'ouvrage jusqu'au bureau d'études en passant par les entreprises, ce qui fait la force de ce projet en garantissant une approche concertée, pragmatique et connectée aux réalités du terrain. Ce projet, depuis qu'il a été lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, a suscité un véritable engouement. Plus de 200 acteurs se sont mobilisés pour participer au groupe de travail réuni autour de 9 thématiques majeures: la neutralité carbone, la qualité environnement intérieur, l'énergie, l'économie circulaire, la gestion durable de l'eau, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique et les approches low-tech. Ces 9 GT ont travaillé pendant 1 an. Et un certain nombre de leurs premières conclusions vous êtes présentées pendant la table ronde. Et chacun des GT va continuer à travailler sur l'année à venir et va fournir ce cadre commun de référence important pour l'avenir de la filière. Ce cadre va servir à la fois à la mise en œuvre de nouvelles réglementations après la RE 2020, mais aussi d'aider la mise en place de cette réglementation actuelle. Ce cadre est un outil indispensable pour relever les défis à venir. Nous savons que les bâtiments de demain doivent être à la fois plus confortables, plus économes en ressources et surtout capables de s'adapter aux crises environnementales à venir. Les maîtres mots, la résilience, la durabilité, l'efficience énergétique. La crise climatique, l'épuisement des ressources naturelles ou encore le vieillissement de la population ne sont que quelques-uns des défis que devront relever le bâtiment de demain. Mais CAP 2030, c'est aussi une méthode. Les groupes de travail et le comité de pilotage mettent en avant des méthodes innovantes pour engager les filières du bâtiment dans une démarche de progrès continu. Rachel l'a cité tout à l'heure, le projet repose sur la co-construction, sur l'expérimentation et sur l'observation. Ce n'est pas seulement un cadre théorique, mais l'idée, c'est bien de s'appuyer sur des données concrètes et d'aller expérimenter sur le terrain chacune des conclusions qui émergera de ce projet. Ça permet aussi d'aborder avec confiance les étapes à venir et puis de lancer des expérimentations. En conclusion, CAP 2030, c'est une opportunité unique de fédérer l'ensemble de la filière autour d'une ambition commune, concevoir des bâtiments plus durables, plus confortables et surtout plus adaptés à venir. Mais je vais tout de suite passer la parole aux participants de cette table ronde pour qu'ils vous précisent l'avancement des travaux et les enjeux de ce projet. Merci Anne-Cécile. Avant d'entrer dans la partie peut-être opérationnelle du projet, Christophe, Marjolaine, en tant que représentant du GIE, avez-vous quelques éléments pour compléter ces propos introductifs? Je vais. Vas-y Christophe, on est habitué au duo dynamique, trio dynamique. Voilà. Effectivement, je crois que, et Marjolaine vient de le dire, tout ça c'est aussi basé sur un trio dynamique. On a essayé de mettre du dynamisme dans tout cela. Je ne vais pas redire ce que vient de nous dire la personne de l'ADEME, mais je pense que véritablement ce qu'il faut retenir de cette démarche CAP 2030, c'est la co-construction. C'est l'investissement de la filière à co-construire ensemble des critères, des indicateurs pour faire évoluer l'acte de construire. Je pense que réellement, si vous devez retenir qu'une seule chose, et ce qui vous a motivé, collectif, bâtiment durable, Effinergie et HQE,
à se regrouper au sein de ce GIE. Je vous rappelle que c'est un groupement d'intérêt écologique. D'accord ? C'est bien cette volonté d'impliquer un maximum de monde dans une démarche progressive. Ce qu'il faut constater, c'est que, comme on vous l'a dit, ça fait 1 an maintenant que c'est lancé. Le succès a été très fort au niveau des groupes de travail. Il y a eu un investissement énorme de la filière dans ces groupes de travail, ce qui nous oblige aujourd'hui, sincèrement, à avoir une issue très qualitative de ce qui va être fait. Comme toujours, lorsque vous faites ce genre de travail, eh bien, vous faites naître également, on a le risque de faire naître des frustrations, puisqu'on ne pourra pas tout reprendre. Mais je crois que véritablement, la créativité, elle est là. La volonté d'agir ensemble est présente. Et c'est vraiment quelque chose qui nous guide tous dans cette démarche. Tout ça pour dire également que ce cadre de référence, ce n'est pas des impératifs. C'est un cadre de référence qui va servir à chacun pour développer ces outils d'analyse, d'analyse de performance, etc., dans lesquels chacun pourra venir se nourrir. C'est vraiment aussi ça qui est très important. On entend trop souvent, on nous ennuie avec des labels, des systèmes, etc. Là, on a, pour une fois, et c'est là le caractère nouveau, qu'on peut remercier l'État et l'ADEME là-dedans pour nous avoir fait confiance là-dessus et avoir engagé cette dynamique, eh bien, c'est de faire des choses qui sont incitatives, inclusives et non pas impératives. Tout ça également, ça veut dire qu'on sera capable d'adapter des indicateurs en fonction de thématiques, en fonction de régions, sans vouloir tomber non plus dans le système où chacun fait dans son coin ce qu'il veut, puisqu'il faut quand même savoir que l'acte de construire, c'est tout partout en France, en Europe, etc. Et qu'il faut quand même qu'on ait des cadres qui soient au moins communs. Donc voilà ce que je voulais dire. En tous les cas, moi, pour l'instant, et au bout d'1 an de fonctionnement, je suis très très fier des équipes qui travaillent autour de ce projet-là. Je suis très fier de l'investissement de la filière dans cette co-construction. Et j'attends avec impatience, comme tout le monde, les premiers résultats. Pour compléter, moi je voudrais dire 2 choses, et m'associer évidemment à tout ce qui a été dit auparavant, mais dire 2 choses. La première, c'est qu'on peut être extrêmement fier à la fois de ce qui a été réalisé jusqu'à présent, parce que concernant la RE 2020, ça a été redit sur le sommet bâtiment climat mondial qui avait été organisé en mars dernier sous l'impulsion de la DGALN, il faut le rappeler. On est parmi les meilleurs du monde d'ores et déjà avec la RE 2020. Et ça nous permet d'avoir une longueur d'avance pour bien stabiliser tout ce qu'on sait déjà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'Europe arrive avec ses directives, en France, on est serein parce qu'on est déjà en phase et qu'on a la capacité à pas réagir dans l'urgence et à pas mettre finalement les entreprises et les filières en stress total parce que finalement, quand les choses s'installent, on a déjà bien travaillé, bien testé. Les objectifs autour de CAP 2030, c'est de faire la même chose. L'objectif, c'est d'anticiper ce qui vient pour que de la même manière, quand le moment sera venu, on puisse être à nouveau absolument en phase, absolument prêt absolument serein dans la mise en œuvre des nouveaux indicateurs. Je crois que c'est ce qui fait à la fois la réputation française à l'international. Vous savez que l'Alliance HQE-GBC, c'est aussi ce regard sur l'international qui nous anime régulièrement. Et donc, du coup, de la même façon, on sera vigilants les uns et les autres à rester très cohérents avec ce qui se passe également à l'international pour éviter d'avoir des choses qui soient dissonantes, qui se décalent, pour que, encore une fois, quand les choses se mettront en œuvre, on sera avec cette longueur d'avance qui bénéficiera à nos entreprises et à la transition environnementale, parce qu'en étant en avance de phase, on peut aussi continuer à stimuler, engager, mais tout en étant réaliste, ancré dans les réalités de nos terrains, de nos métiers. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que, y compris à la période où on met en place les outils autour de la taxonomie, de la CSRD, c'est important parce que ça va permettre de décliner et de faire quelque part connecter les influx de financement vers les travaux qui seront menés. Et on sera en leadership pour pouvoir pousser les indicateurs que nous-mêmes on aura expérimenté, dont on saura qu'ils fonctionnent, et donc on aura, comme je vous le disais, encore plus de fluidité.
Je crois que c'est sur ces sujets-là qu'on voulait insister, enfin en tout cas pour ma part, se dire que les gens aujourd'hui, ils entendent parler de CAP 2030 et ils disent oh là là, panique à bord, on va en train de nous faire le truc en accéléré, la RE2020 est même pas encore refroidi, que déjà il faudra passer à l'étape d'après. Non, rassurez-vous, on est systématiquement en avance de phase pour être certain que le moment où ça vient, et l'objectif n'est pas de l'accélérer tant que la filière n'est pas prête à l'absorber, c'est vraiment ça le message. Mais si on n'anticipe pas, si on ne commence pas à travailler aujourd'hui, alors on sera tout nu quand les sujets arriveront pour de bon, et on ne veut absolument pas ça. Donc je vais conclure en disant, la période qui s'ouvre devant nous, c'est quelque part, après ce grand foisonnement des idées qui a été cette phase de maintenant, il va falloir qu'on travaille encore pour sélectionner, tester, vérifier quels sont les meilleurs indicateurs, comment ils sont en cohérence. Et je veux dire aussi qu'il y aura toute une phase d'expérimentation, de test qui permettra l'appropriation, et vous serez les uns et les autres encore associés et bienvenus pour travailler là-dessus. Terminer en remerciant à la fois nos partenaires du trio dynamique, le plan bâtiment durable, qui, n'étant pas dans le GIE, participe quand même de très près à nos travaux, et bien sûr le CSTB, l'ADEME, la DHUP, pour l'extraordinaire manière dont on co-construit les choses à l'heure actuelle. On nous a tellement fait le reproche que les sujets étaient traités en chambre, ailleurs, etc. Là, aujourd'hui, on le fait de manière ouverte, collaborative, co-constructive. Et ça permet, je pense, une vraie fluidité et à la fin un alignement qui sera parfait. Et donc voilà, je pense qu'on est en ce moment au milieu des travaux. Vivons la suite. Très bien. Alors entrons maintenant dans l'aspect opérationnel du sujet. Je vais laisser la parole à Marie et Stéphanie. Peut-être en commençant par toi, Marie, pour nous expliquer comment ont été organisés les travaux au sein des DGT et la structuration de la gouvernance de ce projet. Merci Rachel, bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez compris, on travaille depuis un an et compte tenu de la diversité des acteurs qui sont associés dans ce projet, on a essayé d'avoir un mode de travail le plus ouvert possible. Ça s'est traduit par la mise en place il y a quasiment tout pile un an, tu le disais, on fête l'anniversaire à 2 jours près, de 9 groupes de travail techniques. Ces groupes de travail, les thématiques ont été citées. On a des sujets qui se basent sur les aspects réglementaires actuels, l'énergie, le carbone, des questions liées au confort d'été, qui sont les grands piliers de la réglementation environnementale 2020. Et puis, on est venu compléter cette approche avec un enjeu environnemental plus large. On l'a dit, la biodiversité, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, le low-tech, la gestion des eaux, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, sur chaque sujet, avoir un groupe de travail qui est piloté, copiloté entre les associations, le CSTB, pour avoir une expertise et des gens qui sont prêts à faire le travail fastidieux d'écrire des comptes rendus et d'organiser des réunions. Mais surtout, chaque groupe de travail est ouvert très largement à la filière. C'est-à-dire qu'on n'a mis aucun filtre à l'entrée sur qui pouvait participer, ce qui a amené à un succès qu'on ne pensait pas si important à la base. On a entre 150 et 250 participants par groupe de travail. Donc on a essayé d'organiser tout ça en prenant en compte le temps disponible des uns et des autres, les expertises, les compétences et ce que chacun pouvait nous amener. Puisqu'en fait, l'idée, c'était pas de dire on va tout réinventer sur l'économie circulaire. L'économie circulaire dans le bâtiment, il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits ces dernières années, beaucoup d'expérimentation, donc il y a de la matière. L'idée, c'est plutôt on s'appuie sur tout ce qui a été produit ces dernières années, on met en commun. On voit là où on a encore des freins, là où on doit encore aller creuser des sujets. On prend ce qui a pu être testé et prouvé. On identifie aussi les sujets sur lesquels on se dit l'idée, elle nous paraît pas mal, peut-être qu'il faudrait la tester opérationnellement pour arriver à la mettre en œuvre. Et c'est ça toute la logique. Donc ces 9 groupes de travail, ils ont produit tout au long de l'année. Stéphanie va rentrer un petit peu plus pour vous donner des illustrations des propositions qu'ils ont pu faire. Et l'étape derrière, et qui est en lien avec la gouvernance, c'est de savoir comment on réunit et on construit quelque chose de cohérent
à travers les propositions de ces 9 groupes de travail pour faire ce fameux cadre commun de référence. Donc ça aussi, on l'a voulu comme une démarche itérative avec l'association de toutes les parties prenantes que vous voyez ici, mais aussi des experts qui sont venus compléter notre tour de table, des experts côté, alors une personne côté ADEME, le CEREMA, mais aussi un bureau d'études pour nous donner un petit peu un regard extérieur, nous obliger à sortir de notre petit point de vue et à challenger les propositions qu'on a. Et puis en associant les acteurs qui au quotidien nous aident aussi à apporter nos différents outils, les organismes certificateurs avec lesquels on peut travailler du côté de l'Alliance HQE et des Finergies et les associations porteuses de l'ensemble des démarches bâtiments durables sur le territoire. Donc tout ce petit monde, vous l'avez compris, ça fait pas mal de personnes à organiser, à mettre en musique pour avancer. Pour autant, ça nous a permis d'une part d'apprendre les uns des autres, de ne pas se brider sur les bonnes idées, sur ce qui pouvait exister, de reprendre, et derrière d'essayer de construire des propositions qui en tout cas, mettent à peu près tout le monde d'accord et où tout le monde est prêt à les expérimenter ensemble. Et c'est ça surtout qui était important pour nous. Et peut-être Stéphanie, je te laisse donner un peu de matière de ce que ces GT ont pu produire. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de la matière extrêmement dense qui a été produite par ces différents GT sur cette première année, mais je vous propose malgré tout de vous donner quelques illustrations. Donc ça a déjà été partagé, là vous avez une photographie qui vous permet d'avoir la vue d'ensemble. Nous avons 9 GT techniques qui sont vraiment les piliers du projet CAP 2030. Chacun de ces GT a pour mission de proposer des indicateurs, mais aussi les méthodes, potentiellement les outils associés. Et chacun de ces GT va ensuite, au travers des rendus, alimenter un socle, un terreau sur lequel on va ensuite s'appuyer pour pouvoir construire le cadre commun de référence. Un cadre commun de référence, bien sûr, que l'on veut à la fois équilibré et rempli de cohérence technique, bien évidemment. Alors, sur quoi concrètement ont travaillé ces différents GT sur cette première année? Eh bien, on s'est très largement inspiré du travail préliminaire qui a été mené par le plan bâtiment durable. Ça a été évoqué tout à l'heure en 2021. À l'époque, le plan bâtiment durable a missionné sur tout le territoire tout un pool d'experts sur ces différentes thématiques pour réaliser un état de l'art des travaux, des initiatives qui existaient pour pouvoir recapitaliser sur toute cette matière-là et sur cette base-là, identifier quels étaient les éléments qui, à court ou à moyen terme, pouvaient venir alimenter une démarche de type CAP 2030. Donc ça a été la genèse. Le plan bâtiment durable a mené une concertation nationale en mai 2021 sur ces éléments-là. Et c'est là-dessus que nous nous sommes appuyés pour construire le programme de travail CAP 2030. Donc sur cette première année, il y a eu un certain nombre de partis pris qui ont été faits pour attaquer ce sujet quand même extrêmement ambitieux. Le premier parti pris, ça a été de se dire on ne laisse de côté aucune de ces thématiques. On aborde bien l'ensemble de ces 9 thématiques pour avoir un projet qui soit ambitieux en termes d'exploration de nouvelles voies environnementales. Donc ça, c'était le premier parti pris. Deuxième parti pris, ça a été dit à plusieurs reprises, l'idée c'était de construire un cadre commun de référence qui soit d'une part évolutif et surtout dans lequel on embarque tous les acteurs volontaires avec nous pour travailler sur la construction de ce cadre commun de référence. Donc on s'est dit, on va avancer step by step. Et donc première année, on traite tous les sujets en se donnant comme objectif pour chacun d'entre eux de franchir une première marche qui n'est pas la fin de l'histoire, qui est bien une première marche sur laquelle on va pouvoir faire émerger une première version du cadre commun de référence qui, encore une fois, a vocation à vivre, à grandir et à évoluer dans le temps. Alors, si on fait un tour d'horizon, encore une fois, très rapide sur tous ces GT, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de thématiques,
Le GT numéro 1 est dédié à la neutralité carbone. Donc là, on est vraiment dans la continuité pleine et entière de la RE 2020. Et on va venir amener des éléments qui vont venir compléter ce qui est déjà dans la RE 2020. Une illustration, par exemple, à l'issue de cette première année, on va sortir un cadre pour la vérification du calcul des analyses de cycle de vie. Donc, au-delà de l'aspect pur de vérification, qui peut faire peur quand on dit comme ça veut dire que derrière, on a une grille qui permet de guider pas à pas la réalisation d'une ACV en bonne et due forme. Donc, une dimension pédagogique extrêmement forte derrière. Le GT2 sur la mesure des performances réelles, là, évidemment, des enjeux extrêmement forts de venir sécuriser les performances atteintes sur le terrain, sans lesquelles on passe bien évidemment à côté de nos ambitions collectives. Le GT3 sur l'énergie et la coopération avec les réseaux. Donc là encore, on est dans la continuité de la RE 2020, mais l'idée, c'est de re-questionner ce sujet-là dans une logique de trajectoire vers la neutralité carbone et en intégrant une dimension de coopération avec les bâtiments autour, de mutualisation d'énergie et en intégrant d'autres thématiques comme par exemple la question de la mobilité. Le GT4 sur la qualité de l'environnement intérieur. Donc là-dedans, on a essayé de restreindre entre guillemets les choses pour ne pas non plus être trop large, mais on a déjà 4 sous-thématiques très fortes qui sont portées à l'intérieur. La question de la qualité d'air intérieur, la question du confort thermique, la question du confort visuel et du confort acoustique, qui sont les 4 sujets qu'on a choisi déjà de traiter en première itération. Et sur ce sujet-là en particulier, le gros travail qui a été fait sur la première année, c'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'on a à disposition. Et en réalité, il y a une matière extrêmement dense, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Et donc, l'objectif déjà sur cette première année, ça a été de poser les bases de ce qui pourrait nourrir le cadre commun de référence. GT5 sur la gestion durable de l'eau. Donc là aussi, il y a des travaux qui sont en cours au niveau réglementaire. L'idée sur ce GT5, c'était d'explorer des thématiques et notamment sur la gestion des eaux pluviales. GT6 sur l'économie circulaire. Donc là, on amène de nouveaux éléments pour traiter les aspects, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien évidemment de circularité, de réemploi, de recyclabilité, de démontabilité. Le GT7 sur la biodiversité, alors là, on a vraiment un indicateur nouveau, très emblématique, sur lequel on a un début de consensus quand même très très fort qui émerge autour de l'indicateur, qui est l'indicateur de le coefficient de biotope surfacique harmonisé, et sur lequel on a déjà fait une première étape quand même assez significative d'expérimentation sur le terrain. Et puis ensuite le GT sur l'adaptation au changement climatique. Donc là on est sur un sujet qui est un tout petit peu moins mature bien évidemment que les sujets sur l'énergie et sur le carbone. Et donc là on a plutôt été dans une logique d'apporter des éléments pédagogiques pour aider la filière justement à s'approprier ces sujets et puis nous faire monter tous en puissance là-dessus avec de premiers éléments pour pouvoir accompagner sur la prise en compte de l'ensemble des risques qui sont liés au changement climatique. Et puis enfin un GT cette fois-ci beaucoup plus transverse qui propose de réinterroger tous ces sujets très techniques au prisme de la low-tech. Voilà donc un tour d'horizon très rapide, encore une fois une matière très très dense qui est issue de ces travaux qui ont mobilisé plusieurs centaines de personnes et c'est pas plusieurs milliers mais on n'en est pas très loin en fait. On n'en est pas très très loin et donc on est en train en ce moment de formaliser on va dire des rendus qui puissent être partagés de manière extrêmement large et donc qui seront publiés cet automne. Tout ça va bien évidemment servir à nourrir notre cadre commun de référence. Et peut-être que je te laisse, Marie. Oui, merci Stéphanie. On peut peut-être aussi saluer l'implication de tous les pilotes et copilotes de CGT qui ont fait un énorme boulot toute cette année au quotidien, aux côtés de tous les professionnels et de tous les experts qui se sont également mobilisés. Et maintenant, en effet, que ces 9 GT ont produit toute cette richesse, de manière peut-être certes un peu cloisonnée jusqu'à maintenant,
Qu'est-ce qu'on va faire en effet après cette première année? On va arriver en effet à cette phase cruciale et essentielle d'élaboration d'une première version du cadre commun de référence. Et je vous laisse la parole, Stéphanie et Marie, pour en parler un peu plus en détail. Effectivement, maintenant, c'est le chantier dans lequel on est. C'est comment, sur toutes les propositions qui ont été faites thématique par thématique, on en fait un tout cohérent, compréhensible, lisible, accessible. C'est un peu ça l'enjeu. Donc ce travail, il est aujourd'hui en cours de définition, hein, ce cadre commun pour se fixer les grandes orientations, les prérequis potentiels qu'on aura, et puis aussi pour traduire comment ce cadre commun et l'ensemble de ces propositions vont venir s'inscrire dans les différentes démarches et outils qu'on porte au sein de nos associations, puisque ça ne vous aura pas échappé que l'Alliance HQE est connue notamment pour les certifications HQE qui peuvent être portées et à l'issue des cadres de référence. Chez Finergie, on porte des labels. Les démarches bâtiments durables sont présentes sur différentes régions et territoires en France. Et toutes ces démarches sont complémentaires. Et l'enjeu pour nous derrière, c'est aussi de savoir comment on va pouvoir se saisir de ce cadre commun. Sans vous pouvoir répondre à toutes les questions de ce que sera l'objet final, ça, il faudra être un tout petit peu patient, mais peut-être vous donner en tout cas nos intentions et l'ambition qu'on a pu poser derrière ce travail et la volonté qu'on a avec ce cadre commun. D'une part, il y a un enjeu qui soit lisible et appropriable par tous les acteurs. Chacun peut s'engager sur ces sujets de différentes façons, est prêt à le faire plus ou moins fortement, est prêt à être particulièrement innovant ou au contraire avoir essayé de traiter un petit peu tous les sujets. L'enjeu, c'est qu'on puisse s'adresser à vous tous finalement et qu'on puisse vous donner quelques clés pour vous emparer de ces sujets, de cette approche environnementale large. Ensuite, on veut qu'il soit concret, c'est-à-dire que c'est les propositions des groupes de travail. Derrière, c'est des indicateurs qui sont assez opérationnels, qui traduisent des choses assez fines sur les projets. Et ça, c'était aussi une volonté dès le début pour que chacun puisse s'en emparer et qui soit évolutif dans le temps. On l'a dit, on est là dans une période de 2 ans déjà de travail, mais on se projette à l'horizon 10 ans. Il y a un enjeu d'expérimenter, il y a surtout un enjeu de l'enrichir. Sur les propositions qu'on a faites, peut-être qu'il y en a qui sont mauvaises, juste, et c'est pas grave. Acceptons de les expérimenter, de les tester et de se dire, bah, ça, c'était pas une bonne idée. On aura testé, on le sait, et passons à la suite, imaginons autre chose, prenons le sujet autrement et laissons-nous la marge de manœuvre pour faire évoluer les choses, pour proposer quelque chose qui aura pu être testé et éprouvé. Ensuite, on a la volonté de pouvoir couvrir toutes les typologies résidentielles, tertiaires, de façon assez large. Dans un premier temps, on est en ce moment sur un travail sur les sujets de construction neuve, mais il y a bien, chaque GT l'a fait remonter, des enjeux aussi en lien avec la rénovation qu'il faudra questionner derrière. Sur certaines thématiques, les choses sont certainement assez simples, en tout cas parce que le sujet s'applique peu ou prou de la même façon. Sur d'autres thématiques, les enjeux sont un petit peu plus complexes, en tout cas différents. Donc ça fait bien partie aussi des sujets qu'on a en tête, même si on a commencé et aujourd'hui on travaille sur le champ de la construction neuve dans la continuité de la réglementation actuelle. Et puis un sujet aussi d'adaptation possible au territoire. Tous ces sujets ne se traitent pas de la même façon sur l'ensemble des territoires. Je pense que c'est assez simple de le traduire quand on parle adaptation au changement climatique. Les risques et les enjeux ne sont pas les mêmes partout et il faut accepter aussi d'avoir une différenciation possible et des choses qui vont être adaptées comme peuvent le faire notamment les démarches bâtiments durables aujourd'hui dans leurs travaux. Et enfin, 2 derniers éléments pour nous qui sont importants. D'une part, c'est que ce travail soit cohérent avec le cadre réglementaire national. On en a parlé, on s'inscrit dans vraiment quelque chose qui est dans la continuité de la RE 2020. On n'est pas là pour détricoter quoi que ce soit, mais plutôt pour s'appuyer sur des bases solides qui ont été posées et voir comment on peut les dépasser. Mais aussi en se tournant vers le volet international et notamment européen. Marjolaine, tu l'as dit, des directives européennes récemment qui ont cranté un certain nombre de choses. On s'inscrit bien dans cette trajectoire et c'est important pour nous aussi qu'on puisse projeter
le savoir-faire et l'expertise française sur ce volet international et notamment européen, parce qu'on a beaucoup à montrer, je pense, sur le pays. Et en fait, la dernière chose qui rassemble un peu tout ça, c'est que notre volonté derrière, c'est de pouvoir accompagner les acteurs. On a parlé d'expérimentation, on a parlé de la méthode. On est vraiment dans ce sujet-là. Le but, c'est pas de dire on va tout faire tout de suite, très haut, hyper ambitieux, etc. On accompagne la montée en compétences des acteurs, on expérimente ensemble, on teste, et on est vraiment dans cette logique-là pour que le moment venu, les acteurs soient prêts et qu'on ne se retrouve pas au pied du mur en se disant c'est infaisable en fait de se projeter sur la bonne trajectoire à 2050. Donc c'est vraiment ça la volonté qui guide nos travaux et qui nous permet là d'avancer sur ce cadre commun de référence qui va regrouper l'ensemble des thématiques et puis où on aurait l'objectif c'est d'avoir une première version on va dire fin d'année en tout cas les premiers piliers. Voilà pour essayer de traduire en tout cas un petit peu le travail en cours. Et un dernier mot, et Stéphanie, je te laisserai peut-être compléter sur quelques messages. On va aussi passer derrière, une fois qu'on a un cadre commun, l'enjeu c'est de l'expérimenter, de faire du retour d'expérience, d'observer les projets, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc là aussi, il y aura un enjeu d'avoir des acteurs volontaires pour s'engager dans la démarche. On le fait depuis le début et de rentrer avec des projets concrets qui seront prêts à tester avec nous ce cadre commun de référence. Je vais compléter rapidement, puisque Marie, tu as déjà, je pense, dit beaucoup de choses sur ce cadre commun de référence, simplement sur la manière dont on s'y prend aujourd'hui pour pouvoir, à partir des travaux qui émergent au niveau de ces différents GT, se mettre en capacité effectivement de faire émerger ce cadre aujourd'hui. On a un travail préliminaire qui a été réalisé déjà pour structurer et organiser cette information-là, pour être en capacité effectivement de se projeter, comme l'a dit Marie, sur le fait d'avoir des choses qui vont être plutôt adressées au résidentiel, au tertiaire, qui vont être potentiellement identifiées comme compatibles d'ores et déjà avec l'acte de rénover. Donc ce travail-là, on l'a réalisé. Et puis un point important sur lequel on a aussi vraiment porté beaucoup d'attention, c'est de qualifier le niveau de maturité de chacune des productions en termes d'opérationnalité. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont prêtes à l'emploi aujourd'hui, qui ont déjà été éprouvées sur le terrain et qu'on peut déployer de suite, on va dire, de manière extrêmement sereine. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi là-dedans des indicateurs sur lesquels on assume complètement et pleinement, qui ne sont pas encore complètement finalisés dans une logique, encore une fois, de mise en œuvre sur le terrain. Et comme ça a été dit à maintes reprises, l'idée, c'est de faire le dernier bout du chemin avec vous, dans le cadre d'expérimentation, en capitalisant du retour d'expérience, pour que justement, on ait vraiment des indicateurs qui soient à la fois adaptés aux enjeux qui sont devant nous, mais aussi qui soient complètement adaptés aux contraintes du terrain et sur lesquelles on puisse effectivement construire ensemble. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Sur le cadre commun de référent, on est en train de travailler en ce moment dessus, donc je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est quand même que dans les grandes tendances, on est en train de dessiner, j'ai envie de dire, 3 grands paquets d'indicateurs. Des indicateurs sur lesquels on se dit que ce sera un petit peu des incontournables, entre guillemets, des indicateurs sur lesquels ce sera un petit peu plus à la carte, des indicateurs au choix, sur lesquels chacun pourra décider ou non de s'engager en avance de phase sur ces sujets, et puis des indicateurs qui sont plus à vocation pédagogique, comme je le disais tout à l'heure, sur des sujets qui sont un peu plus amont et sur lesquels on a vraiment besoin de les utiliser d'abord et avant tout tous pour nous acculturer et monter en compétence sur ces sujets. Voilà, et comme le disait Marie, pour cette fin d'année, pour Noël. Voilà. Merci Marie et Stéphanie pour ces éclairages précieux et nécessaires, je pense, sur non seulement l'état d'avancée des travaux, mais aussi et surtout sur la suite de ceci, parce que c'est bien un des messages à retenir ce matin. On n'est qu'au début, je dirais, des travaux et que la suite est devant nous. Avant de laisser la parole à Antoine Caron pour conclure cette table ronde, je voudrais m'adresser aux présidents des associations du GIE pour leur demander quelle
quel message principal il voudrait passer. Bon, je crois que véritablement, on a tous insisté sur le fait que nous étions dans la co-construction, sur la mise en place d'indicateurs sur lesquels les gens pourraient s'appuyer. Je rappellerai juste, et c'est un peu pour marquer les esprits, il y a quelques années, quelqu'un disait je ne vous promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Eh bien là, vous ne proposez pas la grande réforme, vous ne proposez pas le grand boomerang du truc et le grand bouleversement, mais simplement vous nourrir d'indicateurs qui vont nous permettre de construire demain des bâtiments et des aménagements durables bien plus performants. Je crois que véritablement c'est cela, c'est ce que je tiens moi à faire et c'est pour ça qu'on s'est engagé au niveau du collectif sur cette démarche. C'est réellement de se dire on est là pour se nourrir les uns les autres et vous l'avez compris, c'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de se créer des ingrédients, hein, d'accord, on essaye de se trouver des produits qui vont nous permettre d'être meilleurs tous les uns les autres, d'accord, en s'écoutant, en se parlant et en co-construisant. Donc je crois vraiment que c'est ce que moi je voudrais que vous reteniez de tout cela, toute cette démarche. Donc effectivement, ne nous attendez pas demain à tout soit bouleversé, mais simplement à avoir de plus en plus d'éléments pour être sachant et donc être performant dans ce qu'on veut faire. Alors du coup, je vais essayer de trouver une citation au moins aussi bonne. J'y arriverai pas. Je vais vous dire, moi, je crois que l'idée, ce serait de, si nous partîmes 500, nous vîmes 5000 en arrivant au port, bah voilà, on aurait fait un bon job, parce que l'idée, c'est ça, c'est de continuer à agréger, continuer d'élargir, faire que Cap 2030 devienne finalement quelque chose que tout le monde va pouvoir s'approprier petit à petit. Et c'est vrai que je reviens sur la dimension internationale, parce que moi j'ai eu l'occasion de pitcher les travaux qu'on faisait à des acteurs internationaux qui nous disaient mais c'est génial ce que vous faites en France. Nous on aimerait avoir quelque chose de similaire. En fait, en matière de transition environnementale, souvent, quand on se regarde, on se désole. Mais quand on se compare, on se console. Celui-là est pas mal non plus. Et en fait, ça permet de se dire qu'on a là un outil extrêmement intéressant, je pense très puissant in fine, mais en même temps très souple, très fluide, qui va nous permettre de continuer à travailler sur ces sujets. Donc si la RE 2020 n'est pas complètement digérée, vous reste encore un peu sur l'estomac, rassurez-vous. On ne va pas vous gaver du reste, mais par contre, on va pouvoir continuer gentiment à amener des choses pour que tout ça se fasse très souplement. Je pense que c'est ça le message clé. Merci Marie-Stéphanie. Est-ce que vous avez un message à passer aussi peut-être à l'auditoire ? Juste rejoignez-nous. Quand on a commencé, on nous a dit oui, bon, c'est comme d'habitude, vous allez discuter pendant 6 mois, puis à la fin, vous allez dire on n'est pas d'accord et on arrête. C'est quand même ça les premiers éléments qu'on nous a dit. Au final, ce sujet, on a commencé à en discuter maintenant, je pense, il y a un peu plus de 3 ans. Dans les tout premiers échanges et on a construit une belle dynamique où il y a des milliers d'acteurs qui nous ont rejoints au total. Donc voilà, vous voyez bien qu'on est encore en train de l'écrire. On vous a parlé d'une année 2, les groupes de travail ils restent ouverts. C'est toujours possible de venir rejoindre la thématique qui vous intéresse, sur lesquelles vous avez des choses à nous partager, une expertise. Si vous travaillez sur des projets et vous pensez que ce serait intéressant de venir expérimenter ça, d'être dans cette dynamique-là, c'est le moment et on va y aller. Donc c'est vraiment un message d'ouverture et le fait qu'on peut continuer à construire ensemble. Oui, je rebondis juste sur ce que disait Marie. La porte est grande ouverte et engagez-vous avec nous, ce sera avec grand plaisir. Très bien, merci. Je laisse maintenant la parole à Antoine Caron pour conclure cette table ronde et nous partager la vision du ministère sur les enjeux et les perspectives du projet. Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom de l'administration et du ministère que je représente les 3 associations en particulier, et puis évidemment également le CSTB et puis notre partenaire l'ADEME, et puis les féliciter pour tout le travail accompli jusqu'à présent, parce que comme ça a été dit plusieurs fois depuis le début de cette table ronde, il y a eu un vrai engouement, une vraie participation à toutes ces démarches. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et nous, c'est côté du ministère du Logement et de la DHUP, c'est une démarche qu'on a soutenue depuis le début, depuis 2020. Donc ça fait 4 ans maintenant, même si les GT ne sont pas montés tout de suite. Donc on est vraiment très satisfait de voir que ça avance et on comprend qu'il y a une version 0 du cadre commun de référence qui sera bientôt envoyé et partagé, même si ça ne sera pas du tout une version définitive et que les travaux continuent. On comprend que certains GT ont vraiment un niveau de maturité important.
dans les réflexions, notamment le GT, ça a été dit, sur la biodiversité, avec cet indicateur de coefficient de biotope surfacique harmonisé, c'est ça, il faudra peut-être trouver un nom un peu simplifié, mais voilà, CBSH, c'est ça. Voilà, ou d'autres GT. Nous, un intérêt qu'on voit majeur, c'est dans l'accompagnement de la réglementation en vigueur, donc la RE 2020, et notamment ce qui a été dit autour du fait que ça pourrait accompagner la mise en œuvre des analyses en cycle de vie. Je trouve ça vraiment particulièrement intéressant, parce qu'on sait que l'ACV, par rapport aux réglementations thermiques qui précédaient la RE 2020, c'est vraiment la nouveauté, ou c'est en tout cas une des grandes nouveautés. C'est pas la seule de la RE 2020, mais en tout cas c'est quelque chose d'important, et de savoir que cette démarche permet également de traiter ça, c'est quand même très positif. Voilà, donc comme je disais, depuis 2020, nous on soutient. C'est une démarche qu'on finance intégralement, l'État et l'ADEME, et donc ça témoigne vraiment du soutien qu'on y apporte. On voit un intérêt fort en termes de lancer des démarches d'expérimentation, d'innovation, d'aller plus loin sur certains sujets sur une base volontaire. Donc effectivement, c'est aussi intéressant si chacun d'entre vous peut intégrer cette initiative ou mettre en place des démarches volontaires pour ensuite mettre en œuvre le cadre commun de référence qui pourra être développé. C'est aussi intéressant, ces travaux sont aussi intéressants sur les sujets des interfaces entre les différents sujets, entre la performance énergétique, la qualité de l'air intérieur, entre les sujets de décarbonation des matériaux de construction et d'autres sujets d'adaptation au changement climatique, etc. On a quand même quelque chose d'assez global qui est intéressant. Aussi noter que ça s'inscrit pleinement dans les grandes stratégies que le gouvernement, que l'État met en place. Je pense à la stratégie nationale biodiversité qui contient une mesure sur le bâtiment plus spécifiquement, même s'il y a évidemment plein d'autres choses dans cette stratégie nationale, mais donc c'est très cohérent par rapport à ça. Je pense également au plan national d'adaptation au changement climatique, dont le troisième là devrait bientôt être, sur lequel on devrait pouvoir avancer prochainement. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment en cohérence avec tout ça, donc c'est très intéressant. Moi je pense quand même qu'il y a un besoin, je pense, même si on aime bien, et c'est intéressant de traiter un peu globalement le sujet, il y a un besoin quand même de conserver une certaine simplicité dans tout ce qui pourra être produit, que ça soit simple d'application, notamment quand j'entends parler de rénovation. Moi je pense juste qu'il faut quand même que ça reste suffisamment simple, parce qu'il ne faut pas freiner la dynamique de rénovation et la massification encore davantage qu'on espère sur la rénovation énergétique des bâtiments. Mais malgré tout, ça reste une démarche vraiment très intéressante. Et si j'en viens à mon dernier point, c'est d'un point de vue purement réglementaire, donc vraiment ce qui s'applique d'un point de vue obligatoire, d'un point de vue contraignant. Vous confirmez donc à court et moyen terme, vraiment notre priorité, ça reste la RE 2020, qui est une réglementation récente, la réglementation environnementale 2020, qui est une réglementation qui est entrée en vigueur, comme son nom ne l'indique pas, en 2022, mais qui est une réglementation récente. On est parmi les pays en Europe et dans le monde qui ont la réglementation la plus ambitieuse. Ça traite d'énergie, ça traite de carbone, ça traite de confort d'été. On a encore et puis la réglementation environnementale 2020, c'est aussi des seuils et des jalons progressifs où l'ambition est progressivement renforcée. Donc on a déjà un gros enjeu à accompagner cette réglementation. C'est parfait de voir que cette démarche CAP 2030 contribue à accompagner la RE 2020. D'un point de vue réglementaire, il n'y aura pas, la priorité à court et moyen terme, ça restera vraiment la RE 2020, et cette démarche CAP 2030, ce sera davantage une démarche volontaire d'accompagnement des acteurs et puis de réflexion sur de l'innovation, sur de l'expérimentation. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire pour le compte de la DHUP. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions. Qui souhaite se lancer sur la première question ? Je crois que vous avez été très clair, très complet. Merci beaucoup. Merci à tous.